Doy, c'est la moitié de son nom. En fait, c'est Doy. Tu sais, quand il dit Doy, lui, il va dire et donc, ça finit comme c'est doyen, en fait. Doyen, ça finit, bon, pour finir, ça c'est terminé en doyen. C'est l'origine du nom de famille doyen. Tout le monde se pose la question d'où ça vient. Ben, au début, c'est Doy. Mais, mais, mais ça remonte à, il n'y avait pas encore Dunkerque, c'était encore les Morins qui étaient sur la côte. C'était du temps des morts? C'est des Morins. Oui, ouais. Donc, Christophe Polino et Vincent Doyen. Vous l'avez tous compris, nous sommes en compagnie de deux des compères des proutes et c'est justement de ça que nous allons parler aujourd'hui avec une première question un petit peu naturelle. De quand datent les proutes? Exactement. On vous demandera pas les heures et les minutes. Ça date d'il y a très longtemps parce que c'est une histoire de gamin. On avait une quinzaine d'années, voilà. Parce que pour se trouver un nom pareil, il faut quand même être un peu gamin dans la tête. Hein, c'est pas le propre des artistes de rester gamin le plus longtemps possible. Bah, en tout cas, oui, on fait rien pour ça, mais effectivement, on est resté encore pas mal gamin. Donc ça remonte il y a assez longtemps, parce qu'on peut quand même avoir au moins une année à défaut de un âge, t'avais 15 ans, donc maintenant t'en as 37, ça fait au moins une vingtaine d'années, quoi. Ouais. Ça fait au moins une vingtaine d'années. Non, parce que c'est curieux, en même temps, c'est une histoire, je ne veux pas dire une histoire ancienne, c'est un côté péjoratif, mais on a l'impression que c'est une histoire moderne dans la mesure où finalement on entend peut-être beaucoup plus parler de vous ces 10 dernières années que les 10 précédentes, et on entend surtout beaucoup parler depuis quelques années. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Alors, en tout cas, on ne s'est jamais posé la question de savoir pourquoi, parce qu'on n'a jamais rien fait pour ça. C'est-à-dire que ce qui nous arrive, cette notoriété entre guillemets des proutes, ou le fait qu'on en parle beaucoup, on n'a rien fait pour ça. Ça nous est arrivé malgré nous. Voilà. Alors c'est vrai que c'est d'abord parce qu'on a fait des chansons, qu'on les a chantées dans des chapelles, et puis qu'à un moment donné, les corsaires nous ont poussés à faire un disque, et qu'on l'a fait, et qu'il y a eu le succès qu'on connaît. Et puis voilà, c'est l'histoire qui commence au niveau de la notoriété. Après, il y a eu l'Olympia. Enfin, mais tout ça, c'est ponctué de délire. Et puis les gens se sont appropriés un peu les choses et on fait ce qui est aujourd'hui l'histoire des proutes, quoi. À l'origine, l'histoire de gamin, je veux bien, mais concrètement, ça s'est passé comment? Quelle a été la première formation? Quels étaient les copains peut-être du moment? Comment ça s'est passé la création du groupe? On était 4, hein, trois cousins, 2 doy. 2 doyens, et puis moi et un autre, et un copain, donc Bout, hein, Bertrand Boutelier, pour pas le nommer. Et voilà, on était tous les 4 tout le temps ensemble, forêt comme une bande de potes, et on avait la fibre un peu créatrice, et entre autres, on a composé des chansons, mais on a aussi, à ce moment-là, créé Prout Hebdo, et puis comme il fallait écrire des articles toutes les semaines, et qu'on n'avait pas le temps, c'est devenu Prout Mensuel. Enfin, on a fait tout un tas d'autres choses à cette époque-là, dont des chansons de carnaval. Oui, justement, dont des chansons de carnaval, parce que si je me souviens bien, même si les proutes sont connus essentiellement, pour ne pas dire exclusivement maintenant, pour vos chansons de carnaval, à l'origine, il y avait des artistes en herbe qui faisaient des choses complètement différentes. Oui, on était animés par ça. Et puis, il se trouve que des chansons qu'on a composées, qu'on a commises à cette époque-là, elles sont arrivées à un moment donné où il y avait un creux entre guillemets artistique au niveau des chansonniers de l'époque, puisqu'on commençait à entendre Annie Cordy, les Charlots, et qu'on a proposé nos chansons. Mais à cette époque-là, il y avait quand même pas que nous qui faisions des chansons, plus Christophe. Souviens-toi, il y avait Jean-Louis Spelin, qu'on voyait tout le temps, et puis qui arrivait tous les ans avec d'autres chansons, des nouvelles chansons. Donc c'est lui aussi qui, je pense, nous a incité à continuer dans le sens. C'est même une certitude. Je pense que si on a eu envie de faire ce genre de chansons, c'est parce qu'on en entendait, quoi. Ça nous faisait rire dans les chapelles, chez Jean Chatroussa, chez tes parents, voilà, toute cette clique autour de Jean Chatroussa, Jean-Louis Stollard et d'autres, hein, qui c'est vrai tous les ans arrivaient avec des
des chansons de leur cru qui faisaient rire tout le monde. Et finalement, l'idée à l'origine n'était pas forcément de faire des chansons de carnaval, mais faire des chansons qui font rire. Ah oui, de toute façon, on fait ça et on continue à faire ça parce que d'abord, ça nous fait rire. Et puis parce que ça fait rire quand même un peu les autres, sinon il y aurait personne pour les écouter, mais on fait ça d'abord parce que ça nous amuse, ça nous fait plaisir, et puis qu'on fait plaisir. Mais c'est certainement pas se prendre au sérieux. Alors, on n'est pas se prendre au sérieux, et pourtant les choses sont devenues depuis quelques années beaucoup plus sérieuses que vous y attendiez apparemment, puisque vous sembliez dire que c'était pas du tout prévu au programme, cette notoriété. Elle n'était pas prévue. On n'y croyait pas d'ailleurs. On l'espérait pas, on n'y pensait absolument pas. Nous, on a commis, comme tu dis, ce disque parce qu'on nous a poussé le cul. Hein. On n'avait pas du tout l'intention de le faire. Pousser des protoculs. C'est pas fort agréable quand tu es à l'intérieur. Quand on est en radio, ça passe pas à la maison. Enfin, on l'a accepté aussi. On l'a accepté, puis ce qu'on fait, on continue à le faire, surtout parce qu'il y a des gens, voilà, il y a un public, et on a un grand plaisir à partager tout ça avec un public, c'est vrai. Quand on fait un concert au Cursal ou ailleurs, être devant tous ces gens qui partagent un moment, c'est extraordinaire. Et puis il y a une équipe de copains qui c'est au-delà des 4, là, voilà, on est aujourd'hui 10 chanteurs, aujourd'hui on est accompagné par 20 musiciens, et depuis 2005, le premier Olympia, et à l'époque c'était l'enregistrement chez mon cousin, ce groupe-là, voilà, ils continuent ensemble à faire des choses marrantes, pas sérieuses, mais qui demandent parfois d'être un peu sérieux au niveau du travail, parce que tout ça, quelque part, c'est un peu de boulot. Justement, puisqu'on fait un peu de chronologie avec le premier Olympia en 2005, à partir de quand la bande de copains qui se fendaient bien la gueule s'est mis à faire un travail de production au sens professionnel du terme? Disons que à un moment donné, il y a eu une rencontre avec Régis Bertin qui a arrangé un certain nombre de morceaux et qui a eu envie de travailler, entre guillemets, s'amuser avec nous plutôt, voilà, on va le dire comme ça. Et puis voilà, c'est parce qu'on a travaillé avec des musiciens que ça a demandé plus de boulot, parce que quand on était à travailler seulement a cappella, c'est quand même plus simple. Quand il faut commencer à travailler, voilà, avec une trompette, un tambour, encore un tambour, ça joue juste, je vais foyer généralement, mais il joue faux. Mais il y a des tambours qui arrivent à jouer faux. Donc voilà, tout ça, ça demande un peu plus de travail. J'imagine qu'avant d'arriver à l'Olympia, vous vous êtes fait connaître avec un certain nombre d'actions précises quand même. Vous étiez déjà plus au stade de la Rigolade. Si. D'ailleurs, l'Olympia. D'ailleurs, l'Olympia, ça a été un délire. Avant tout, c'était un délire. C'est une rencontre qui vous a permis d'aller à l'Olympia. Quand on a eu ce délire-là, quand on s'est dit, tiens, on ferait pas l'Olympia, après tout, et il a fallu bien sûr rencontrer Arnaud Delbarde, qui à l'époque était directeur de l'Olympia. Et quand on a posé la question à Arnaud, il a dit, bah évidemment. Pour lui, c'était évident. Ça s'est fait comme ça, voilà. Alors après, bien sûr, ce sont des rencontres qui font que des rêves, entre guillemets, peuvent devenir une réalité. Quoi qu'il en soit, vous avez commis plusieurs disques, pour reprendre une de nos expressions favorites apparemment. Le premier, c'était quand et comment ça se passe alors? Le premier, 9 août. Oui, mais enfin, on l'a enregistré en décembre 88, et là, ce sont les Corsaires, à l'époque, sous l'impulsion de Jean Chatroussa aussi, qui nous ont dit, voilà, aux chansons, il faut refaire un disque, on va le financer, et on s'est laissé faire, à la seule condition qu'ils s'occupent de tout, y compris éventuellement des bénéfices que la vente du disque aurait pu générer. Ce qui a été le cas, puisqu'il y en a eu quelques milliers de vendus. Donc, depuis, on est en étroite collaboration, avec beaucoup d'amitié avec les Corsaires, bien sûr, puisqu'ils sont quand même à l'origine de cette aventure, de cette médiatisation, au fond, des proutes et puis de leurs chansons. Donc, on est resté très proche d'eux. Alors c'est fantastique parce que le premier album en 88, c'est ça, 88-89, premier Olympia en 2005. Et quand vous en êtes à combien d'albums là aujourd'hui? 6. Alors c'est le 6e, mais il y en a qui concèdent parce que
Il y en a qui comptent l'enregistrement de l'Olympia comme un disque. Ouais. Alors justement, entre 6 et 7. 6 et demi. 6 et demi. Ce sera peut-être l'objet d'une nouvelle chanson. Alors ces chansons, elles ont en même temps un rapport étroit avec le carnaval et en même temps, elles n'ont pas été écrites pour être des chansons de carnaval. Mais c'est quoi une chanson de carnaval? C'est une chanson qui rentre dans la bande? Est-ce que c'est... Je pourrais poser effectivement la question autrement en disant, est-ce qu'actuellement il y a certaines de vos chansons qui sont reprises dans la bande ou qui pourraient l'être un jour? Il y a des chansons des prods qui sont prises dans la bande. Maintenant, comme dit Vincent, est-ce que c'est une chanson de carnaval? Il y a eu un disque en année qui est sorti, je sais plus, c'était les 89, 87, ou enfin, vraie chanson de carnaval, comme si on avait des fausses, quoi. Il y a des chansons, en fond, sont des chansons dunkerquoises, voilà. Et d'ailleurs, il y a une des chansons du disque qui s'appelle les chansons dunkerquoises, qui sont souvent un peu grivoises, mais toujours poétiques. Il y a de la poésie dans les chansons de carnaval. Il n'y a pas que mets ton doigt dans le trou de mon cul, ça sent la rose. Parce que ça, c'est pas poétique. Ça dépend. Ça dépend de l'heure. La rose. La rose, ça dépend de l'heure. Donc, c'est plus des chansons dunkerquoises, effectivement. Donc, ils sont très inspirés par la vie dunkerquoise. Alors, vous êtes là tous les deux ce soir, Christophe et Vincent. Les Proutes, ce sont une dizaine de copains, plus les musiciens, évidemment. Donc, ça fait beaucoup plus à l'arrivée. Ouais. Qui écrit, qui compose, comment ça se passe? On est essentiellement 4 à écrire, à composer. Et puis ensuite, il y a un gros travail d'arrangement qui se fait avec 3-4 musiciens qui travaillent sur l'un ou l'autre des morceaux. Donc c'est un travail, à la fois un travail solitaire pour ceux qui créent la chanson, puis après c'est un travail où il y a un vrai partage, parce que la première fois qu'on s'aventure, où on a le courage de chanter sa chanson, on est à l'écoute de la réaction du groupe. Il faut qu'elle fasse rire quand même. Il faut qu'elle fasse rire. Voilà, et donc il faut passer un premier seuil. Et puis après il y a le travail musical, c'est-à-dire d'écriture des arrangements, et puis donc tout le travail avec les musiciens, proprement dit. Ça veut dire qu'effectivement, par rapport à la question précédente sur chanson de carnaval ou non, ça veut dire qu'elles ont un sens, enfin, il y a une construction quand même. Oui, oui, bien sûr. Et puis elles sont surtout destinées, voilà, au rire, à la dérision, à l'autodérision, au plaisir qui passe par un humour qui est quand même un humour très dunkerquois. Voilà, tout le monde ne peut pas comprendre où parfois il se situe. Le vocabulaire aussi à parler dunkerquois, comme dirait Jean Chatoussaint. Oui, ça. Alors, sans trop exagérer, parce que après ça deviendrait pas audible, quoi, mais on essaie quand même d'en mettre de temps en temps. Pour ce qui est chansons rigolotes, ouais, c'est s'il y a rien de rigolo, ça va pas trop de quoi. Là, je me souviens de Patrick qui avait travaillé, qui avait écrit La Grande Capelle. Il fallait absolument trouver une chute marrante, autrement c'était une chanson un peu tristeuse, quoi. Et il a trouvé une chute super. Et autrement, il n'aurait pas chanté autrement s'il n'y avait pas eu ce truc rigolo à la fin. Alors, à partir du moment où vous avez sorti vos premiers disques, vous avez travaillé avec Pierre dès le départ ou avec d'autres personnes? Alors, Pierre Touvenot, ingénieur du son, Orion Production, oui, tout de suite, donc dès le premier disque. Et puis voilà, c'est aussi une complicité qu'on a avec lui et qui facilite souvent les choses, parce que c'est pas simple forcément d'enregistrer un groupe comme ça. Oui, parce qu'on pense aux contraintes techniques pour enregistrer ne serait-ce que l'émission. Alors pourquoi pas un disque? J'imagine que le pauvre Pierre Touvenot, il a dû s'arracher les cheveux. Ah oui, mais c'est là qu'il a appris son métier. Je crois qu'il appréciera. Je crois qu'il appréciera. Ça doit effectivement être un plaisir de travailler en studio dans des conditions comme celle-là.
Oui, enfin, c'est toujours un plaisir de travailler avec lui, en tout cas. Et puis, c'est un vrai challenge à chaque fois. Pour lui, j'imagine que d'arriver à mettre tout ça dans une boîte et sur une galette. Oui. Mais tous les disques n'ont pas été du tout enregistrés de la même façon. Non. Qu'est-ce que vous entendez par là? Il n'y a pas toujours eu autant de travail en studio, et ça a souvent été plus du live en one shot. Voilà. On est quand même plutôt un groupe vivant. Et les prods, c'est plutôt du spectacle vivant que du CD. Tiens, puisque vous prononcez le mot spectacle, est-ce à dire qu'en dehors de la partie musicale, des chansons que vous interprétez, il y a une mise en scène? Sur les concerts, oui. Bien sûr, on travaille aussi, depuis l'Olympia d'ailleurs, plus particulièrement, on a travaillé avec Ben de Bruyne sur la mise en scène du premier concert de l'Olympia, et là, on est en train de travailler sur la mise en scène du concert qui aura lieu les 15 et 16 mai 2016. C'est complet pour le 15, mais il y a encore des places pour le 16. Voilà, là aussi, on est devenu, on travaille sur des choses qu'on ne travaillait pas du tout au début, ça c'est clair. J'aime bien ce mot travail, justement, puisque vous disiez au départ que c'était une vaste de plaisanterie entre copains, et finalement, pour en arriver au taux de notoriété où vous êtes et faire autant de concerts, sortir des albums, etc., c'est aussi agréable que ça soit, c'est quand même devenu un travail, quelle que soit la spontanéité que vous mettez dans vos enregistrements ou dans vos concerts. À partir du moment où on devient semi ou quasiment professionnel, on est quand même obligé de s'astreindre à un certain nombre de rigueurs, non? Oui, mais l'étymologie du mot travail, c'est de la souffrance, et pour le moment, ça reste du plaisir, donc c'est un drôle de travail. C'est un travail dont beaucoup vous enviez. Alors, vous parliez du concert qui va avoir lieu à Paris, donc prochainement au mois de mai, où effectivement plus de 50% des places sont déjà réservées à l'Olympia, réservées par les Dunkerquois, je suppose. Essentiellement, bien entendu. Bien entendu, d'ailleurs, c'est les deux concerts qu'on a fait en 2005 et 2009. Voilà, le spectacle, il était aussi dans la salle Boulevard des Capucines, parce que c'est un vrai moment partagé avec les Dunkerquois. Les déplacements en bus, voilà, tout ça, c'est pas simplement 2h30 ou 3 heures de concert. C'est tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a pendant, tout ce qu'il y a après, et tout ça, c'est du spectacle vivant, quoi, c'est clair. Mais alors, en dehors du fait que c'est peut-être pas le problème, si une grande majorité du public qui va à l'Olympia, ce sont des Dunkerquois, pourquoi aller jusqu'à l'Olympia? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi? C'était juste pour le délire, quoi, hein. Et imaginez, voilà, les proutes au fronton de l'Olympia, c'était juste pour rire. Et puis voilà, c'est un rire qui a fait écho, qui continue. Voilà, parce que si on vous invite à y retourner, j'imagine, c'est que ça plaît à certains et que ça arrange peut-être même certains que vous y alliez. Il y a un public qui s'est développé autour du public dunkerquois, un public parisien ou autre? Pas à ma connaissance. Alors bien sûr, il y a une diaspora dunkerquoise dans le monde entier, donc là, hein, on entend... On pourrait peut-être faire ça à Pékin, non? Oui, franchement. Pourquoi pas? Une complicité peut-être avec les gens de l'Olympia à l'époque aussi. Ah oui, ça sans aucun doute. Sans aucun doute. Ah oui. Il y a des gens à qui c'est plus facile de travailler. Absolument. Alors parlons-en de ce dernier album. Il va sortir, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport aux autres, par exemple? Alors il y a 17 nouveaux morceaux. Et puis, il y a peut-être voilà, un peu plus de musicalité que dans les précédents. On essaie de faire des choses nouvelles, mais ça reste quand même dans la veine des chansons dunkerquoises. Et puis, on reconnaît tout de suite que c'est un disque des proutes. Voilà, donc je ne sais pas si on peut parler. Il n'y a pas de révolution. Il n'y a pas de révolution. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un seul prout. Effectivement, on pourrait donner quelques exemples. Non, mais je pense que déjà, il y a eu un changement quand même avec les arrangements de Régis. Et là, je trouve qu'effectivement, c'est quand même beaucoup plus... Les arrangements, ils sont chiadés quand même. C'est 59 minutes de plaisir. Voilà.
c'est plus que 5 minutes, ça. Ouais, oui, c'est plus que 5 minutes. C'est plusieurs fois 5 minutes. Et il sera content quand même. Mais ça fait pas longtemps quand même. En tout cas, ça fait pas trop. Voilà, vous demandez quels sont vos projets alors que vous êtes à l'Olympia au mois de mai, ça fait un peu bête, mais c'est comme ça qu'on termine un interview en général. Vous avez d'autres projets à part l'Olympia et la sortie de ce disque? Ça, c'est la ligne, c'est la date. Mais on n'a pas vraiment de projet, on se laisse encore bercer au gré du vent, donc on verra. Si, il y a quand même il y a Grappling et Berg. Oui, en tout cas, des rendez-vous, on peut vous donner des rendez-vous qui sont prochains, je crois, hein, Vincent, Grappling, Berg. Alors les dates, c'est Christophe qui va les donner parce que j'en suis incapable. Eh ben, je les ai pas non plus. Je les ai pas non plus. Mais il y a une date en mars. Ça va être le 12 mars et le 26 mars, je crois. Voilà. On vérifiera. Puis... Mais en aucun cas, ce sera le spectacle de l'Olympia. C'est une préparation. Ce sont des concerts de préparation, mais le spectacle de l'Olympia, voilà. Ça demande beaucoup de travail de préparer un spectacle. Pas beaucoup de travail, mais beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Oui, c'est vrai, la notion du travail, on vient d'en parler. En tout cas, ça demande beaucoup de disponibilité. C'est une dernière question qui est peut-être pas habituelle d'ailleurs. Est-ce que c'est facile de concilier cette activité plaisir qui est quand même très chronophage et votre vie privée, votre vie professionnelle? Dans la mesure où ça n'est pas votre profession a priori. Non, ça n'est pas notre profession, donc parfois ça demande un peu de jongler, et puis ça demande de la part de nos proches, beaucoup aussi de compréhension. Et donc on les en remercie beaucoup. Voilà, bien Christophe Foligno et Vincent Doy. Hein. Merci à tous les deux et bonne continuation. Merci à toi, merci à Radio Rencontre.